Donc d'abord, je voulais vous remercier tous d'être si nombreux ce soir pour écouter cette interview, c'est ça? Et surtout remercier Cécile Sakai, la directrice de la Maison franco-japonaise, d'avoir organisé cet événement, et bien sûr mon ami Miura Nobutaka d'assurer brillamment comme toujours la traduction. Puis je voulais aussi remercier Cécile pour cette présentation. J'ai presque l'impression d'assister à mon propre enterrement là, mais bon, pas encore. Laisse-moi encore un peu d'espoir. Alors, soyons un peu plus sérieux. Donc, la question, c'était donc comment ce livre s'est-il construit et comment quelles sont l'argumentation principale. Donc, d'abord, je réfléchissais à ça tout à l'heure et je me disais que c'est le seul livre qui n'est pas un livre de commande. C'est un livre que je n'ai pas décidé d'écrire, qui est arrivé tout seul en quelque sorte. Aucun éditeur n'est venu me chercher pour le faire. Et je dois dire que c'est à l'origine tout simplement un cours à l'université devant les étudiants qui portait donc sur l'histoire de la pensée à l'époque Meiji et qui petit à petit a gonflé pour devenir ce que je pensais être simplement un travail un peu plus construit. Et puis finalement c'est devenu un livre. J'ai mis quand même 10 ans pour l'accoucher, quand même. Alors évidemment, je n'ai pas fait que ça pendant les 10 ans, vous imaginez bien. J'en ai écrit 2 ou 3 autres au milieu, mais enfin quand même, c'est un travail de longue haleine et qui s'est construit vraiment une sorte petit à petit. Je n'étais même pas sûr d'en faire un livre au début. Bon, en tout cas, voilà. Le travail donc porte essentiellement sur l'histoire du Japon, l'époque Meiji, et un petit peu l'époque Taisho et l'avant-guerre. Il s'agissait pour moi d'expliciter quels avaient été les discours produits par les Japonais sur le phénomène de modernisation et d'essayer de voir comment ces discours s'étaient articulés face évidemment aux questions internationales ou de politique intérieure telles qu'elles avaient pu se manifester au cours de cette période-là. Alors, ce livre, je l'ai fait finalement en pensant à un public occidental, de fait. Le propos d'origine était quand même quand j'ai fait ce cours, pour dire les choses différemment, quand j'ai fait ce cours, je me suis toujours interrogé sur cette idée qui finalement circule partout en Occident et même au Japon, que la modernisation japonaise à l'époque Meiji, c'est essentiellement le fruit d'une rencontre avec l'Occident, et que cette rencontre avec l'Occident grâce à l'importation de techniques occidentales ou de modes de pensée occidentaux, a permis donc le Japon de se moderniser. Quelle belle histoire quand même. Et je me suis dit, mais enfin, quand on regarde les textes, quand on regarde les choses, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Alors évidemment, bien entendu que l'Occident a influencé le processus de modernisation japonais, mais est-ce la seule clé d'explication? Est-ce que la modernisation japonaise se résume à un phénomène d'occidentalisation? C'est évidemment pas si simple que ça. Et puis très vite, je me suis rendu compte d'une chose en étudiant de plus en plus profondément la question, c'est que premièrement, ceux qui portaient en quelque sorte l'occidentalisation du Japon dans leur programme, comme par exemple les intellectuels de la Société de Nancy, ont tous été, les uns après les autres, tant qu'ils ont tenu ces positions en tout cas, marginalisés sur le plan politique. Et que quand on regarde ce qui se passe dans la réalité, on voit que les tenants finalement de la pensée néo-confucienne, ou bien les tenants de ce qu'on appelle kokugaku en japonais, donc ce que je traduis par la pensée indigéniste, nativiste comme disent les Américains, eh bien ceux-là, au contraire, occupaient les positions de pouvoir dans l'appareil d'État de Meiji, et que donc ce n'était pas du tout l'occidentalisation qui était leur programme, c'était la modernisation, mais la modernisation pas du tout comprise comme une simple occidentalisation, ni des mœurs, ni des formes de pensée. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qui m'a frappé en étudiant cette période plus en avance, c'est que la modernisation ou la modernité ne peut pas se concevoir sans l'existence d'une opinion publique, d'un débat public, d'une discussion et de débat. Et ce qui me frappait quand j'étudiais cette période-là, quand j'en parlais devant mes étudiants, c'est le fait que très vite, dès le tout début des années 1870,
le Japon est confronté à ce qu'on peut appeler un débat public, un véritable débat public. Ça se traduit bien sûr par, c'est bien connu, les conférences de la Société de l'Ansis, la Meiloksha, mais ça se traduit surtout par, dès la fin des années 70, par l'explosion de ce mouvement pour la liberté et le droit du peuple qui a pu être assimilé par certains historiens japonais à une sorte de révolution culturelle qui aurait suivi la révolution politique, en quelque sorte, de Meiji en 1868. Voilà. Et l'émergence de cette opinion publique, de ce débat public, qui se traduit bien sûr par la montée en puissance d'un certain nombre d'organes de presse, et qui sont d'ailleurs censurés, c'est bien la preuve de l'importance de ce débat, c'est pas du tout le fait de l'influence occidentale. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de la société japonaise et qui n'a pas de rapport direct, sauf peut-être dans le processus technique de fabrication des journaux, n'a pas véritablement de rapport direct avec le phénomène d'occidentalisation. La troisième chose qui m'est apparue vraiment de plus en plus évidente, c'est que les dirigeants de Meiji, mais aussi les personnes plus humbles dans la société qui sont intervenues dans le débat, notamment à l'époque justement du mouvement pour la liberté et le droit du peuple, sont des gens qui pensent, réfléchissent, ont été formés fondamentalement dans le cadre de la société précédente, de la société d'Edo, c'était l'époque Tokugawa, et ces gens pensent dans les catégories de l'époque, c'est-à-dire les catégories néo-confucianistes pour l'essentiel. Et cette importance de la pensée chinoise est évidemment liée au système d'éducation qui a été mis en place au cours du XVIIIe et du XIXe siècle par le système féodal précédent, dont on sait qu'il a laissé en tout cas se développer, s'il ne l'a favorisé lui-même, un système, on ne peut pas dire un système scolaire, mais en tout cas des écoles qui permettent à une grande partie de la population d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Et ce phénomène, en quelque sorte, d'éducation de la population japonaise, qui est un phénomène qui lui-même vient du bas, n'a pas du tout été influencé, bien sûr, par l'Occident. Ce phénomène-là est un phénomène central, et les gens donc, qui ont été formés dans le cadre de ce système sont des gens qui pensent fondamentalement dans les catégories confuciennes, comme je le disais, et qui pensent la modernisation, et c'est ça qui est intéressant, qui pensent le phénomène de la modernisation à travers ces catégories, disons, de la pensée chinoise, pour simplifier. Et alors, pour le dire autrement, et de manière un peu provocatrice, le Japon n'a jamais été aussi chinois qu'en 1860 ou 1870, et que c'est parce qu'il est chinois qu'il se modernise. Parce qu'il est chinois qu'il se modernise. Oui, quand je dis que le Japon est chinois, ça ne veut pas dire qu'il devient chinois, ça veut dire qu'il pense dans les catégories chinoises. Alors, je donne de nombreux exemples dans ce livre, aussi bien du côté des penseurs que du côté des militants ou des différents acteurs politiques. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails maintenant, mais je pense que c'est un élément important. Et le quatrième élément important... Oui. Le quatrième élément important, c'est le fait que ce débat politique qui naît dans les années 1870 et qui, pour simplifier, oppose les partisans de la souveraineté de l'État, ce qu'on a appelé Kokken, et les partisans donc, de la liberté et du droit du peuple, Minken, ce débat-là est un débat qui se situe à l'intérieur de la pensée de la modernisation en tant que telle. C'est un débat qui ne remet pas en question le processus de modernisation, simplement on ne s'accorde pas sur les modalités du processus de modernisation en tant que tel. Je veux dire par là que c'est un débat, c'est-à-dire que l'on soit partisan des droits du peuple ou des droits de l'État, d'ailleurs parfois on est l'un et l'autre, on se situe à l'intérieur d'une pensée qui est commune et dont l'objectif est l'amélioration de la situation du Japon face à l'Occident en particulier. Or, à partir de, disons, 1900, pour simplifier, un certain nombre de débats d'une toute autre nature surgissent dans la société japonaise, qui ne sont pas des débats au sens des précédents débats, qui sont plutôt ce que j'appelle moi des différends. C'est-à-dire que
il y a une véritable rupture sur l'objectif même que doit se donner la société, qui se produit à cette époque-là, et qui est le fruit, bien sûr, du développement du capitalisme industriel et du système familial. J'en veux pour preuve au moins trois courants. Le premier, c'est le courant qui se prétend pacifiste et qui est en rupture complète avec les objectifs de l'État sur le fait de mener des guerres d'expansion, des guerres impérialistes, voire de coloniser. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est évidemment le socialisme, qui se constitue aussi à cette époque-là et qui lui-même est en rupture parce qu'il essaie de mettre en avant un point de vue de classe. Et il y a donc une rupture entre, évidemment, la pensée officielle, la pensée dirigeante, la pensée de l'État et l'idée qu'il faut améliorer fondamentalement la situation de la classe ouvrière. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est l'émergence d'un courant, enfin, en tout cas d'une problématique que j'ai presque envie d'appeler environnementaliste, qui se pose la question de quel est l'objectif finalement de la croissance industrielle, si cette croissance industrielle doit détruire des régions entières du Japon. Et évidemment, ceci se situe dans le cadre du débat sur la question de la pollution au cuivre des mines d'Ashio dans les années 1895, 1900, 1905. Et quatrièmement, je te laisse traduire après, la question donc d'une critique radicale du système familial qui émerge là aussi à peu près à cette époque-là avec les mouvements féministes qui se développent donc à partir de 1910-1911 notamment et qui remettent en question complètement l'ordre familial et l'ordre gendré sur lequel est supposé, enfin sur lequel est constituée la société japonaise et qui d'une certaine façon constitue, comme les trois autres d'ailleurs, une critique radicale du système. Ces gens qui sont dans cette attitude-là sont considérés par l'État comme des fous, dans le cas de Tanaka Shozo, par exemple, qui s'oppose à la question de la pollution au mercure, au cuivre, je veux dire. Ils sont considérés comme des comploteurs. Et puis, on sait que les militants anarchistes sont arrêtés et certains pendus. Et les féministes sont considérées comme, non pas des folles, encore qu'un peu, elles sont un peu considérées comme des folles aussi. Donc on a une sorte de critique de la société qui apparaît à cette époque-là, qui est une critique qui ne se constitue plus dans le cadre d'un débat, mais qui est dans le cadre d'une critique radicale de la société. Et cette critique radicale de la société émerge de la société japonaise elle-même. Elle n'est pas le fruit, direct en tout cas, d'importation d'idées occidentales. Donc, je reprends brièvement la parole. En fait, j'ai 7 questions, donc je n'arriverai jamais à toutes les poser, ça c'est sûr. Donc, questions, il y en a 3 ou 4. Voilà, exactement. Donc, je vais par exemple, merci beaucoup pour ces explications. Je voulais savoir, en tant qu'historien, comment tu te poses la question de la définition des concepts. Tu as dit plusieurs fois modernisation, modernité, donc c'est une question que tu discutes dans ton introduction, justement. Mais comment est-ce qu'on doit traiter de ces problèmes quand aujourd'hui, après les déconstructions, après toutes les panoplies de déconstruction, fictionnalisation, de création de l'autre par, etc., il faut traiter comment ces concepts? Alors, bon, ça, c'est la question difficile et un peu casse-gueule. Donc, je vais glisser dans les virages un petit peu, mais bon, d'abord, la définition de la modernité, puisque c'est le titre. Il n'y a pas de définition de la modernité. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Il n'y a que des définitions relatives. Même en Occident, j'entends. Au Japon, a fortiori. D'abord, quand est-ce qu'elle commence? Au XVIe siècle, avec le développement de l'humanisme. Au XVIIIe, avec la révolution des Lumières. Au XIXe, avec la révolution industrielle. On ne sait pas. Selon qu'on fait de l'histoire économique, de l'histoire des idées, de l'histoire politique, on change de point de vue.
au Japon, on ne parle pas de modernisation, mais on n'en parle pas non plus en Occident au XIXe siècle. On parle de Bumei Kaika au Japon, on parle de marche à la civilisation, marche vers le progrès, quand on évoque ce phénomène au XIXe siècle en Occident. Le terme Kindai, Kindaika, apparaît finalement à partir du début du XXe siècle au Japon, mais désigne la période qui va de 1868 à cette époque-là. 1868. Oui, à cette époque-là. Alors qu'en France, par exemple, on parle des temps modernes pour parler des sociétés qui se sont développées à partir de la découverte de l'Amérique. Donc on voit que les concepts ne collent pas. Et les philosophes, les littéraires, évoquent très souvent, par exemple, ce que tu disais, c'est-à-dire le postmodernisme ou la postmodernité. Les historiens n'utilisent pas ce terme. Je constate, c'est une constatation. Les historiens reprennent aux économistes le vocabulaire de globalisation, de mondialisation, et ils l'appliquent d'ailleurs souvent, y compris à des phases historiques qui ne sont pas les phases contemporaines. Par exemple, la globalisation du monde, la mondialisation au XVIe siècle, par exemple. Et certains historiens parlent, par exemple, de la mondialisation à l'époque romaine. Donc, en fait, on est dans le flou. Oui. Alors bon, on ne peut pas répondre que uniquement c'est flou, parce que sinon. Alors bon, moi j'ai essayé de réfléchir à tout ça évidemment, et on voit que même le concept de modernité, selon les pays, les États-nations européens changent. Par exemple, les Allemands considèrent que la modernité, c'est vraiment la rupture avec le Moyen Âge, et qu'est-ce qui est par excellence, la rupture avec le Moyen-Âge, c'est la réforme protestante. Donc la réforme protestante est le début de la modernité. Mais ce n'est pas du tout le point de vue, par exemple, en France ou en Italie. Donc on voit bien que les concepts, en fait, sont fluctuants, en fait, ne sont pas tout à fait fixes. Et il faut faire avec ça. Alors, il y a néanmoins deux choses qui me paraissent justes. C'est que être moderne, c'est d'abord vouloir l'être. Donc on est moderne parce qu'on a décidé qu'on l'était ou qu'on allait le devenir. Donc c'est quelque chose de totalement qui vient de l'intérieur en quelque sorte. Et la société japonaise décide, alors ce n'est pas les mots qu'elle utilise, elle utilise le terme de Bumei Kaika, mais c'est pareil, décide à partir de Meiji décide d'être moderne. Et donc à partir du moment où elle décide d'être moderne, elle est moderne. Ça c'est la première chose. Et la seconde, alors là c'est terrible ce que je vais vous dire. Mais oui, vas-y. Non, vas-y. Oui. Mais la meilleure définition que j'ai jamais trouvée, c'est celle qui est produite par Okakura Tenshin. Okakura Tenshin écrit dans le livre du thé. Oui. C'est page 29, la citation. 29. Il écrit donc l'occidental s'était habitué à considérer le Japon comme un pays barbare, tant que l'on n'y pratiquait que les arts aimables de la paix. Il écrit un livre sur le thé. Mais il tient le Japon pour civiliser. Alors on pourrait traduire peut-être par moderne. Il tient le Japon pour civiliser depuis qu'il s'est mis à pratiquer l'assassinat en grand sur les champs de bataille de Mandchourie. Cette citation est absolument terrible. Elle revient à ce que disait un autre historien qui s'appelle Christopher Bailey, qui dit finalement la modernité, c'est le moment où on devient le meilleur pour tuer. Oui, alors, bien sûr, il y a des aspects plus positifs. Bien sûr, l'élévation du niveau de vie, mais on pourrait faire remarquer que si on interroge des ouvriers anglais du 19e siècle ou des Japonais du début du 20e qui vivent dans les zones de pauvreté de Tokyo ou d'Osaka, je ne suis pas certain que l'augmentation du niveau de vie soit vraiment si claire que ça pour eux. La modernité, c'est aussi l'effondrement du cadre de vie traditionnel et souvent plus d'angoisse, plus d'incertitude, plus de difficultés, et ça fait tout à fait penser d'ailleurs à ce qu'on retrouve actuellement face à la poussée de la globalisation, où les gens finalement se raccrochent à des identités diverses pour essayer de résister ou d'essayer de comprendre ce qui leur arrive, quoi.
Alors évidemment, on peut aussi s'amuser à peindre la modernité en rose et dire oui, mais c'est les droits de l'homme, la liberté, la démocratie, la justice, le développement spirituel. Oui. Mais moi, j'y crois pas. Il faudrait demander à un Coréen du début du XXe siècle ce qu'il pense des droits de l'homme, de la liberté, de la démocratie. Il faudrait demander à un Irakien aujourd'hui ou à un Syrien ce qu'il pense des droits de l'homme, de la démocratie, de la liberté, etc. etc. C'est-à-dire que la modernité avance ou la mondialisation avance, je pense qu'on peut, c'est un peu la même chose, en détruisant autant. Merci. C'est une vision très critique donc de la modernité et on pourrait discuter encore longtemps, mais je voudrais peut-être aller vers quelque chose, peut-être des exemples un peu concrets du travail d'historien. Et est-ce que tu pourrais nous parler notamment de ton chapitre 6 qui s'intitule justement « Devant l'injustice » et qui traite quand même d'histoires qui, en tous les cas au Japon, sont en tant que telles passées, celle donc, du travail ouvrier dans les mines pour les hommes, ou bien dans les filatures, ce qu'on appelle l'histoire tragique du travail pour les femmes à l'ère Meiji. Donc le taux de mortalité était extrêmement élevé. Comment tu as choisi ces exemples et comment tu travailles sur les références qui sont dans ton livre, je dirais à la fois japonaises, mais aussi internationales, anglaises, françaises, à partir des travaux que aussi d'autres historiens ont menés? Bon, d'abord, pour répondre à la question directement, j'ai utilisé pour l'essentiel quand même des documents bien sûr en japonais, puisque je travaille essentiellement sur l'histoire des idées, donc forcément sur les textes qui ont été produits par les penseurs japonais à cette époque-là. Mais il y a dans le livre à la fois un travail sur les représentations, et puis aussi un travail sur, surtout la dernière partie, notamment dans ce chapitre 6 et le chapitre 7, un travail qui porte plutôt sur l'histoire sociale, en fait, plus que sur les représentations en tant que telles. Alors, dans ce chapitre 6, j'ai donc étudié pour l'expliquer devant tout le monde. Donc, c'est un chapitre qui porte à la fois sur la misère populaire, sur la mine, et notamment la mine d'Ashio, le conflit qui est lié à ça, sur le travail féminin dans les usines textiles, à la fin du 19e, au début du 20e, et sur l'émergence d'une critique de la famille et du système familial par les féministes, par les femmes, au début du XXe siècle. Je vais prendre un seul exemple, parce que sinon on n'aura pas le temps. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu. La question donc de la pollution au cuivre des mines d'Ashio. C'est un phénomène donc lié évidemment à la croissance de la production industrielle et au fait qu'à cette époque-là, on est vers 1890, on prend pas tellement garde aux résultats, aux conséquences que peut avoir l'exploitation à toute force de mines, qui sont extrêmement polluantes à cause des eaux qui sont rejetées, qui traversent donc les rivières et qui vont finalement rendre les champs des paysans de toute la vallée de la Watalase stériles pour de nombreuses années. Les paysans donc tombent malades, les femmes n'arrivent plus, font des fausses couches, quand elles ont des enfants, elles n'arrivent plus à les allaiter et on commence à compter les morts. Donc dans cette situation très particulière, le gouvernement de Meiji donc, ne réagit pas ou peu, étant entendu qu'il est persuadé qu'à l'heure donc de la course aux armements et du développement de l'impérialisme, la demande en cuivre est extrêmement importante sur le marché mondial. Le cuivre étant à l'époque, le Japon étant le deuxième producteur mondial de cuivre et la mine d'Ashio étant la principale mine de cuivre au Japon. Vous imaginez les enjeux économiques, militaires qu'il peut y avoir derrière tout ça. Donc le gouvernement ne bouge pas et un député qui s'appelle Tanaka Shozo prend fait et cause, c'est un député de la région, prend fait et cause pour les paysans et se dresse donc au Parlement
pour donc protester contre cette situation absolument contraire à la Constitution, dit-il, puisqu'on bafoue le droit à la vie des gens, et contraire à la Constitution aussi, parce qu'on leur remet en question le droit de propriété, puisque les paysans se retrouvent de fait expulsés de leurs terres qui ne valent plus rien. Donc un mouvement se développe, mais ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement qui prend des proportions considérables, il y a des dizaines, même des centaines d'étudiants de Tokyo qui se rendent sur les lieux pour faire des enquêtes, pour aider les paysans. Il y a des avocats qui vont là-bas. Il y a tout un mouvement qui se développe aux alentours de 1898-1902, qui a été vraiment, dont Tanaka Shozo est l'instigateur. Et ce mouvement devient vraiment très, très important, au point qu'il y a vraiment un débat national qui s'instaure sur à quoi ça sert finalement de produire du cuivre si on doit tuer les gens. C'est quand même un problème qui a des résonances aujourd'hui considérables. Alors c'est intéressant parce que c'est probablement la plus grave crise de pollution industrielle qui ait connu le monde à cette époque-là. Il n'y a peut-être pas d'équivalent en Occident ou en Amérique du Nord à cette époque. Et quoi qu'il en soit, il n'y a pas de mouvement écologique en Occident à cette époque-là. Donc, avec quelles armes intellectuelles les Japonais, qui se résistent donc à ce phénomène de pollution, avec quelles armes intellectuelles vont-ils se battre pour faire reculer le gouvernement? Là, on ne peut pas dire qu'il y a une influence occidentale, il n'y a rien. C'est une première. Alors, ils vont chercher forcément dans la pensée dite traditionnelle, qu'on commence à dire traditionnelle à cette époque-là, c'est-à-dire la pensée, toujours pareil, la pensée chinoise, la pensée japonaise, le shinto, le bouddhisme. Ils vont chercher donc dans ces formes de pensée-là des éléments qui leur permettent de se reconstruire intellectuellement pour lutter contre l'État qui, lui, a un discours moderniste et, on pourrait presque dire aussi, occidentaliste. La production d'abord, pour la guerre, donc pour le salut du Japon à terme, ou bien l'arrêt de la production pour la vie. C'est vraiment ces termes-là l'arrêt de la production pour la vie. C'est dans ces termes-là, en tout cas, qu'est posé le débat. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un débat donc entre ceux qui pensent que la production donc de cuivre est absolument centrale pour la nation, quels que soient les dégâts que ça crée, et puis ceux qui pensent que produire, c'est produire de la vie, c'est pas produire de la mort. Et que les paysans, quand ils cultivent le riz, ils produisent quelque chose qui va être consommé par la population, donc ils travaillent pour la vie. Et Tanaka Shozo dit, les ouvriers dans les mines, finalement, ils ne voient même pas le jour, ils rejettent des tas de cochonneries dans la rivière qui tuent les gens, ils sont... À quoi tout cela sert alors que les paysans, au moins, alors évidemment, c'est sa base électorale en même temps. Enfin, les paysans, ils ne travaillent pas pour tuer les gens, ils travaillent pour les nourrir. Et donc, ils se construisent une sorte d'idéologie, font appel à des éléments un peu de bricolage, des éléments avec l'harmonie avec la nature, le fait qu'il ne faut pas tuer les êtres vivants, toute une série de choses qui sont mises en avant par Tanaka Shozo, mais aussi les autres qui se sont avec lui, et qui constituent en quelque sorte les prémices, les balbutiements d'une pensée écologique, c'est-à-dire d'une pensée où l'homme doit être en harmonie avec la nature. Cette notion d'harmonie, d'ailleurs, est mise en avant sans cesse dans ce discours. Mais tous ces concepts, l'harmonie, tout ça, ce sont des concepts qui viennent évidemment de la pensée chinoise ou de la pensée japonaise, dans le cas du Shinto. Et donc, c'est avec un espèce de bricolage, d'invention de mots comme ça, que se met en place un discours qui est antiproductiviste, qui est le premier, finalement, discours antiproductiviste au Japon, qui ne peut pas être ramené à simplement une sorte de rêverie d'un âge d'or de l'époque d'Edo qui est en train de disparaître. Il y a vraiment une critique de la société industrielle qui commence à émerger, là, à ce moment-là. Alors, on pourrait multiplier les exemples, je ne vais pas le faire, mais les premières féministes, par exemple Kishida Toshiko, qui intervient dans les années 1880, qui produit les premiers textes, on va dire féministes ou proto-féministes, elle a lu Mencius. Et c'est à partir de Mencius, c'est-à-dire la pensée chinoise, qu'elle élabore un discours féministe.
Je pense qu'elle est moderne. Là encore, on aimerait écouter d'autres exemples et discuter. Certaines problématiques que tu as énoncées là rappellent même des situations contemporaines sur le conflit des discours, discours officiels, discours donc d'opposition. Mais je passe, car il nous reste, j'avais dit 20 heures, mais c'est jusqu'à 20h30 que nous avons donc la salle. 20h30. Donc, je rassure tous ceux qui ont envie de poser des questions. Je voudrais juste, pour finir, donc là, on a toute une, comment dirais-je, un ensemble, je dirais, global sur la société japonaise et son histoire. Savoir quels sont les projets donc des autres ouvrages, autres études que tu es en train de travailler. Bon, je ne sais pas si est intéressant de parler des textes qui ne sont pas encore écrits, donc je vais peut-être plutôt... moi, les 2 derniers ouvrages que j'ai écrits donc, portent sur effectivement le XXe siècle. Donc c'est celui-ci plus le livre sur les kamikazes que j'ai écrit avec Constance Sereni. Moi, ce qui me frappe dans le développement de cette société japonaise à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, c'est quand même alors justement, c'est cette modernité, mais c'est pas là où on va la chercher, c'est pas où on pense qu'elle existe. C'est ça qui m'intéresse. C'est que la modernité, elle naît de cette espèce d'arrachement extrêmement rapide à la société féodale, ce qui est contradictoire par rapport à tout ce que les historiens japonais disaient autrefois, qu'au contraire, il y avait une espèce de rémanence de reste de la société féodale qui perdurait dans le XXe siècle. C'était ça qui expliquait les retards japonais. Moi, je pense que c'est exactement l'inverse. Il y a au contraire une rupture extrêmement brutale qui se produit aux alentours de Meiji. Cette rupture brutale n'est pas le fruit d'une intelligence particulière des dirigeants japonais, ni du génie des Occidentaux qui auraient apporté comme ça leur technique et leur mode de pensée au Japon. C'est vraiment le génie, si quelque part il existe, il vient vraiment de l'intérieur de la société japonaise. C'est vraiment un surgissement qui apparaît, qui a été préparé en fait pendant des dizaines d'années à la fin de l'époque d'Edo, car il faudrait aussi parler des phénomènes de proto-modernisation qui ont eu lieu à la fin de l'époque d'Edo. Bon, ça, c'est pas l'objet du livre. Mais enfin, ils existent et ils contribuent, bien entendu, à expliquer grandement les réussites, entre guillemets, japonaises de la fin du XIXe siècle. Révolution industrieuse, ce qu'on a appelé la révolution industrieuse en particulier, qui aurait précédé la révolution industrielle, qui sont des concepts qui ont été inventés par les historiens japonais, comme Hayami Akira, et qui ont été utilisés, qui sont utilisés couramment maintenant par les historiens de l'économie en Occident, par exemple. Donc ce phénomène de proto-modernisation, de pré-révolution industrielle, explique aussi en grande partie les succès japonais dans la seconde moitié du XIXe siècle. Oui, vous voyez, il y a encore du boulot. Oui, enfin, moi, je pense que, bien sûr, quand on lit par exemple, Fukuzawa Yukichi, donc vous disiez que c'était le chantre de la pensée occidentale. C'est vrai que dans la manière même dont il écrit, on retrouve des traces, mais tout le temps, de la pensée chinoise ou de la pensée confucéenne, qui fonctionne comme une espèce d'inconscient, en quelque sorte. Ça, c'est sûr. Mais on retrouve ça aussi, c'est ça qui est peut-être plus intéressant, c'est qu'on retrouve ce discours-là, donc ce discours chinois, y compris parmi les gens qui ont, par exemple, imaginé des constitutions dans les années 1880, dans le cadre du Zyuminkan-Undo, donc du mouvement pour la liberté et le droit du peuple, où là, on a vraiment des espèces de mélanges qui sont tout à fait étonnants. Il y en a un, par exemple, j'ai oublié son nom, mais c'est un personnage anonyme qui explique que il a lu un Anglais qui s'appelle Brougham, dont personne ne sait qui c'est, à vrai dire. Je ne sais pas comment il l'a trouvé. C'est un personnage, enfin, seuls les spécialistes de l'histoire politique, du droit constitutionnel anglais du XIXe siècle savent qui c'est. Je ne sais pas comment il est tombé là-dessus. Et il dit, ben voilà, c'est la voie du ciel. Ce qu'il propose comme constitution, c'est la voie du ciel, c'est l'harmonie réalisée, c'est la voie royale. Donc la constitution que propose, que discute en tout cas cet Anglais, c'est finalement ce que dit Confucius.
ce que disent les penseurs chinois, et c'est ça qu'il faut mettre en pratique. Là, ils ne disent pas on veut une constitution ou on veut voter. Ils disent on veut qu'il y ait une harmonie entre le peuple et ses élites et les élites. On veut que les petits et les grands, les faibles et les forts puissent ensemble prendre en charge ce pays et donc mener cette révolution qu'est le processus de modernisation, mais au nom effectivement d'idéaux que sont la vertu, le bien, la bienveillance, l'harmonie, etc. Bon, d'abord, la première chose qu'on peut dire peut-être, c'est qu'il y a quand même chez Fukuzawa Yokichi des différences entre le discours qu'il tient dans les années 1875, donc quand il écrit Bume Shiron no Gaigaku, et les positions politiques qu'il va tenir dans les années 1880 lorsqu'il est journaliste et qu'il écrit donc dans le Jiji Shimpo. Il y a une évolution quand même assez importante de ses positions. Et Fukuzawa, qui effectivement met en avant l'importance du public, de l'opinion publique, le fait qu'il faut aider les Japonais à devenir intelligents, en quelque sorte, ou savants, ou cultivés. Lorsque le mouvement pour la liberté et les droits du peuple éclate quelques années plus tard et en quelque sorte reprend son propre programme, il s'en désolidarise en disant c'est trop tôt. Désolidarise en disant c'est trop tôt. Enfin, c'est trop tôt, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout de suite avoir des élections, une constitution, etc. Ça ne sert à rien, il faut attendre, les gens ne sont pas prêts. Enfin, oui. Alors, ça, c'est une chose. L'autre partie de la question, c'est qu'est-ce que je pense de l'ouverture, enfin, du changement politique qui intervient donc avec Meiji. Bon, je pense que l'objectif de cette réforme de Meiji, de cette révolution même de Meiji, c'est évidemment la mise en place d'un État-nation. Cet État-nation, il n'apparaît pas comme ça en quelques jours, bien sûr. C'est un processus de construction qui va, de fait, se dérouler pendant les 20 ou 25 premières années de Meiji et qui va aboutir, en quelque sorte, à son apogée avec la fameuse Constitution de 1889, le rescrit sur l'éducation, la mise en place d'une armée de conscrits et surtout le début de l'agression sur le continent. Donc on passe d'une sorte de Japon en paix, mais replié sur lui-même, à un Japon ouvert, mais de plus en plus agressif. Et ça, c'est l'histoire du Japon moderne. Alors, quand on regarde le processus de mise en place des institutions diverses, l'école obligatoire, la conscription, les créations d'un ministère de l'Intérieur, d'un ministère de l'Éducation, la mise en place de programmes scolaires. Bon. Quand on regarde toutes ces institutions, ces appareils de l'État, on n'observe pas de différence fondamentale avec ce qui se passe en Occident, évidemment. C'est pas qu'on imite l'Occident nécessairement, mais qu'on se donne les moyens de construire ce qui va devenir l'État-nation. Le mot n'existe pas, mais enfin, c'est de ça dont il s'agit. Alors, les différences, c'est les textes qui sont produits à cette époque-là. Relisez le rescrit sur l'éducation. Hein. On est en pleine rhétorique confucianiste. Il est question de loyauté, il est question d'État-famille, il est question d'harmonie entre le peuple entre les sujets et l'empereur. Et l'empereur lui-même devient une sorte de monarque qui devient tabou d'une certaine façon. Et on s'appuie pour se le justifier sur l'idéologie du Kokutai qui est une idéologie qui a été mise en place au cours du XIXe siècle, mais qui s'appuie sur les fameux textes mythologiques, Kojiki, Nihonshoki, etc., pour recréer une sorte de monarchie qui n'a jamais existé, comme ça en tout cas dans l'histoire, mais qu'on invente en quelque sorte. Ça, c'est quelque chose qui est particulier au Japon, bien entendu.
les intellectuels japonais, les Kaimo Shisoka, les intellectuels japonais des années 1870, lorsqu'ils maintiennent leur point de vue, sont rapidement marginalisés dans l'appareil d'État. Ceux qui, au contraire, changent de position, comme certains, comme Kato, par exemple, Hideyuki, Hiroyuki, je veux dire, ceux-là sont intégrés dans l'appareil d'État, par exemple. Dans le cas de Kato, il devient recteur de l'université de Tokyo. Tout le monde sait ça. Mais ceux qui maintiennent des positions, disons, modernistes ou occidentalistes, comme Nakamura Masanao, donc vous avez parlé tout à l'heure, ceux-là, bon, d'une certaine façon, sont, même si on leur donne des médailles, sont quand même relativement hors du coup. Et ce qui est intéressant, c'est que les intellectuels qui, eux, prennent le pouvoir à la cour impériale, dans le gouvernement, ce sont des intellectuels qui sont fondamentalement issus des courants confucianistes ou parfois Kokugaku. Donc en ce sens-là, ils sont marginalisés. Si on regarde par exemple le processus par exemple, ce qui est arrivé à Kume Kunitake lors de cette affaire sur le Shinto en 1893, Kumi Kunitake, historien. 1893. Oui. Kume Kunitake est expulsé de l'université pour avoir tenu des propos qui aujourd'hui paraissent bénins. Il critique le Shinto. Et se fait donc expulser de l'université. Donc on voit bien que ceux qui sont sur des positions, disons, très critiques vis-à-vis des appareils idéologiques d'État qui sont en train de se mettre en place sont expulsés, marginalisés, mis sur la touche, les uns après les autres. Et donc la victoire de la modernité, c'est intéressant, c'est la victoire de la pensée confucianiste. C'est la victoire du Kokugaku, c'est-à-dire de la pensée indigéniste, mais ce n'est pas du tout la victoire de la pensée occidentale. Pas au Japon, en tout cas. D'une certaine façon, on peut dire que le mot d'ordre... je commence à être fatigué. Le mot d'ordre... Wakon Yosai, ça y est. Wakon Yosai, d'une certaine façon, a gagné. Parce que les dirigeants japonais qui se réclament dans le cadre du rescrit sur l'éducation, de la constitution, d'une pensée qui finalement est une espèce d'accommodation du confucianisme et de la pensée indigéniste, eh bien ces gens-là triomphent complètement. Et donc ça paraît contradictoire, mais quand on regarde les choses de près, c'est la victoire des confucianistes qui produit de la modernisation. Alors, ces gens-là ne sont pas hostiles à la modernité économique. Et jamais, d'ailleurs, ils vont l'entraver. Donc, c'est pour ça qu'on est bien dans le technique occidentale, esprit japonais. Ça, c'est un mot d'ordre que Fukuzawa Yukichi avait combattu, évidemment. Mais c'est quand même comme ça que ça s'est passé.